Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence organisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ça fait partie de la série Ce qu'en disent les experts. Aujourd'hui, on va entendre parler de à quoi vous avez droit sur le plan fiscal. Et d'entrée de jeu, j'aimerais remercier nos partenaires Biogène, EMD Serono, Roche et Pandopharm. Merci à vous d'être des partenaires de longue date à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Je me présente, je suis Louis Adam, je suis le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec et division de l'Atlantique, et c'est moi qui vais animer ce webinaire cet après-midi. Alors, le webinaire va être enregistré. Vous allez donc pouvoir le visionner plus tard sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir un courriel, évidemment, là, pour vous donner, faire le lien là, avec le webinaire quand il va être disponible. Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation. Veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Et je veux souhaiter la bienvenue aux participants aussi qui sont sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire et on va essayer de répondre au plus de questions possible dans le temps qui va nous être dévolu. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue aux deux spécialistes qui vont s'adresser à vous aujourd'hui. D'abord, Luc Lacombe. Luc Lacombe, avec plus de 32 ans d'expérience dans le domaine de la fiscalité. Luc Lacombe est associé et co-directeur du service de fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton pour la région de l'Ouest du Québec. Il agit régulièrement à titre de conférencier pour l'Association de planification fiscale et financière, à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et dans certains organismes privés. Il prépare et revise plusieurs cours de formation en fiscalité proposés par l'Ordre des CPA du Québec, incluant le référentiel en fiscalité des sociétés. Luc est une personne qui a donné énormément de son temps à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Il a été conférencier à quelques occasions au Congrès Espoir Famille de la Société. Luc est également un passionné de golf et il est participant au marathon de golf de la Société depuis bien des années. Et il a réussi à amasser plus de 600 000 lors de ses participations là, pour financer la recherche et les programmes et services là, pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Luc est accompagné aujourd'hui de maître Félix-Antoine Sainte-Marie, avocat fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton, et maître Sainte-Marie a complété son baccalauréat en droit ainsi que son Juris Doctor à l'Université de Montréal. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2015 et travaille chez Raymond Chabot Grant Thornton depuis janvier 2017. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Louis, de la présentation. Oui, je suis un ami de l'ASP. Je me suis souvent posé la question, y a-t-il des gens dans ton entourage, la famille? La réponse est non. C'est une famille très attachante au niveau de l'organisation avec Louis depuis plusieurs années, qui a fait en sorte que je me suis attaché. J'ai pris cette cause-là comme ma cause pour essayer d'aider les gens. Donc, qui est un volet quand même important. Et également qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'on voit beaucoup d'amélioration, on voit que la recherche porte fruit et c'est le fun de suivre et d'être derrière une cause qu'on voit vraiment de beaux développements et d'une manière très positive dans le temps. Donc, ça fait quand même plusieurs années, comme l'a dit Louis, qu'au niveau des conférences, de parler un petit peu qu'est-ce qui se passe en fiscalité ou les avantages qu'il peut y avoir. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, qu'on fait la présentation, moi et Félix, pour essayer de répondre à certaines interrogations, voir surtout des avantages que des fois vous savez pas ou comment ça fonctionne. C'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions, toutes interrogations. Il y a certaines zones qu'on appelle des zones grises en impôt, c'est pas toujours blanc, c'est pas toujours noir. Mais on va essayer de faire de notre mieux là-dessus pour vous donner les meilleurs renseignements, vous orienter, pour avoir les meilleures réponses par rapport à ce que vous pouvez bénéficier pour venir vous appuyer dans le cadre de vous aider, de combattre cette maladie-là et de mettre moins de pression au niveau monétaire ou quelles sont les aides qu'on peut vous aider pour mieux vous concentrer sur votre guérison. Donc, on va commencer la première partie. Donc, on peut partir le PowerPoint. Donc, les sujets qu'on va regarder au cours, dans le fond, de la présentation, on va parler un peu de celui qui revient souvent en tête, le régime enregistré d'épargne invalidité. On va regarder également au niveau des frais médicaux, des différents crédits d'impôt directement reliés à l'ASP, mais qui peut être un peu plus général, mais qui pourrait venir s'appliquer.
et aussi répondre à certaines questions qu'on a eues au cours des années antérieures dans les différentes conférences qu'on faisait en personne. Et donc, on a ramassé un petit peu de questions qui va peut-être compléter les questions que vous allez avoir, comme indiqué Louis précédemment, pour nous les poser dessus. Donc, donc, on va passer, dans le fond, à quoi vous avez droit de part de l'autorité fiscale, et je vais passer la parole à Félix-Antoine pour cette première partie. Merci. Oui, donc le régime d'épargne enregistrée d'invalidité, c'est un outil qui est très intéressant. C'est un peu, il y a beaucoup de ressemblances avec le régime d'épargne études. Dans la mesure où, contrairement là, au REER, on n'aura pas le droit à une déduction au moment où on fait la cotisation. Par contre, on va pouvoir accumuler des sommes à l'abri de l'impôt et générer un revenu. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les subventions et bons que le gouvernement peut aussi là, cotiser à notre REEI. Donc, en gros, c'est quoi ça va nous permettre de cotiser jusqu'à 200 000 à vie. Puis, pour être éligible, il faut avoir le droit au crédit pour personnes handicapées, être un résident du Canada et avoir un numéro d'assurance sociale valide, et être âgé de moins de 60 ans. À partir du moment où on a rempli les critères, ça nous permet de cotiser, puis de bénéficier de la subvention et du bon du gouvernement en fonction de nos revenus. Donc, la subvention canadienne, pour commencer, là, qu'est-ce que c'est la subvention canadienne pour l'épargne et l'invalidité? Ça va nous permettre d'aller chercher jusqu'à 70 000 du gouvernement. Encore une fois, là, c'est un plafond à vie, puis c'est des subventions que le gouvernement va faire avant 50 ans, donc il faut que nos cotisations aient eu lieu avant 50 ans. Il y a deux façons il y a deux modulations pour ça. Le gouvernement va contribuer plus rapidement en fonction ou moins rapidement en fonction du revenu familial qu'on a. Donc, si on a un revenu familial égal ou inférieur à 97 069 $, on tombe dans la subvention, on va dire accélérée, où le gouvernement va, pour les premiers 500 $ qu'on cotise dans une année, nous donner une subvention égale à 300%, donc 1500 $. Puis, pour le 1000 $ supplémentaire qu'on cotise, 200%, donc 2000 $. Donc, si dans une année, on cotise 1500 $, on va obtenir 3500 $ de subvention pour cette année-là. L'avantage qu'on a, c'est que cette subvention-là peut se cumuler on peut reporter, dans le fond, jusqu'à une période de 10 ans, puis on va voir un exemple un petit peu plus tard là, de l'impact que ça peut avoir, mais c'est possible d'accumuler pour 10 ans les subventions inutilisées. Si on se retrouve dans le revenu familial qui est supérieur à 97 069 $, dans ce cas-là, le gouvernement subventionne 100% du premier 1000 $ qu'on met. Donc, si je mets 1000 $, le gouvernement subventionne 1000 $. Encore une fois, ici aussi, je vais avoir le droit au report. Puis, dans une année, là, je peux aller chercher jusqu'à 10 500 $ de subvention. Donc, avec les reports, ça peut monter jusqu'à 10 500 $. Le bon canadien pour l'épargne invalidité maintenant, lui, c'est un montant que le gouvernement va mettre dans notre REEI, puis qui ne nécessite pas qu'on ait cotisé. Donc, à partir du moment où j'ouvre mon REEI, le gouvernement dépose le bon. Donc, c'est un maximum jusqu'à 20 000 $ avant 50 ans que le gouvernement va déposer. Puis, encore ici aussi, là, j'ai une notion de revenu familial moyen qui doit être pris en compte. Donc, j'ai le revenu familial qui doit être inférieur à 31 711 pour avoir le droit à mon 1000 $ par année. Puis, ce montant-là est réduit progressivement jusqu'à 48 535, après quoi je n'ai plus droit au bon. Encore une fois, là, je vais avoir possibilité de faire un report pour ce bon-là. Donc, ça me permet d'aller jusqu'à 11 000 $ de bons dans une année. On récolte, dans le fond, le 10 000 là, pour les 10 dernières années de bons. Donc, ça veut dire ici, quand on parle de revenu familial, juste se mettre quand même simplifié. Donc, c'est le revenu pas de vous avec vos enfants, c'est simplement si vous avez un conjoint, donc c'est de vous et de votre conjoint ou conjointe qu'on va regarder quand on parle au niveau du montant de revenu. Si vous vivez seul, c'est seulement votre revenu.
on tient nullement compte des revenus des autres membres de votre famille que vous pourriez avoir. Donc, quand on parle de revenu familial au niveau fiscal, c'est vraiment vous et votre conjoint directement. Exact. Donc, si on prend l'exemple ici, en 2020, vous créez votre REI, vous avez un revenu là, qui est inférieur à 31 711, donc j'ai accumulé 10 000 de bons entre 2010 et 2020. Puis, au niveau de la subvention, je vais avoir accumulé 10 ans de 500 à 300%, donc pour 5 000, puis 10 ans de 1 000 à 200% de subvention, donc 10 000 Si cette année, j'ouvre mon REI et je cotise, j'obtiens donc là sur mon 3 000 cotisé, il rentre dans ma portion plafond accumulé à 300%, donc j'ai 9 000 que le gouvernement va contribuer en subvention. Puis, le gouvernement contribue également là, les bons, là, le bon de l'année plus le bon de toutes les années passées. Donc, pour une cotisation de 3 000 l'année d'ouverture, dans un cas où on n'aurait pas encore contribué, on peut aller chercher jusqu'à 20 000 Donc, ça devient très intéressant. Relativement à ça, qu'est-ce qu'on peut simplement rajouter? Quand on parle des droits cumulés, c'est donc, si vous n'avez pas fait de régime, vous avez, dans le fond, les critères depuis plus de 10 ans, ben, vous perdez vraiment rien dans le sens qu'on est capable de récupérer cette année-là. Donc, c'est vraiment ceux qui sont, dans le fond, plus de 10 ans invalides, qui n'ont pas profité de ce régime-là, qui a peut-être une petite perte. Mais la plupart du temps, ben, si ça fait 2, 3, 4, 5 ans, et on va le voir tantôt sur le certificat vraiment d'invalidité, qui est un élément important pour bénéficier de plusieurs avantages fiscaux, d'aller le chercher. Par la suite, vos montants contribués. Donc, comme l'exemple Félix vient de vous donner, ici, on parle vraiment pour 3 000 vous avez 20 000 qui rentrent du gouvernement, donc c'est 23 000 qui est placé à l'abri de l'impôt jusqu'au moment où vous allez faire le retrait qu'on va voir par la suite. Donc, la question que des fois on se pose ici, est-ce que si j'emprunte pour contribuer, est-ce que l'intérêt serait déductible? La réponse est non. Mais l'avantage, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand place, vous pouvez voir un rendement avec 3 000 de plus de 700% dans la première année par rapport aux subventions qui sont reçues. Donc, à l'inverse, si simplement d'ouvrir un régime puis mettre simplement $1, je vais prendre l'exemple qui est ici, vous mettez $1 dans le régime, ben vous allez ramasser le 11 000 aussi également. Donc, on va parler de 11 000 de rendement sur votre dollar que vous avez mis dans votre régime, juste d'aller chercher les bons de souscription. Donc, quand on parle d'un régime pour les personnes invalides, ben qui rentrent dans les critères qu'on va voir plus tard, qui est règle générale souvent ceux qui souffrent de la sclérose en plaques, je dirais c'est un point que les gens vont chercher leur certificat. Ben c'est un rendement, même si vous n'avez pas tant d'argent que ça, le bon de souscription en soi qui cumule, ben vous avez 1 000 par année pendant 20 ans pour votre dollar que vous avez créé votre régime. Et les années suivantes, dès que votre régime est créé, vous allez pouvoir remettre de l'argent pour avoir le bon annuel. Donc, on a tout avantage vraiment que ce genre de régime-là soit mis en place, même si on a peu d'argent pour le créer. Félix. Oui. Bon. Donc, comment ça fonctionne maintenant quand on retire Oups, je pense qu'on a sauté une autre. Okay. Comment ça fonctionne maintenant quand on retire le montant? Bon, ben, on va avoir une obligation de rembourser, si le régime prend fin, on va avoir une obligation de rembourser les 10 dernières années de bons et de subventions reçus. Donc, par exemple, si à l'inverse, on a obtenu la totalité des bons qu'on avait le droit et des subventions qu'on avait le droit à 45 ans, puis qu'on commence que le régime prend fin à 60, ben on comprendra qu'on n'aura aucun remboursement à faire. Dans quel moment le régime va prendre fin? Mais le régime va prendre fin si on y met fin. On peut mettre fin au REI. Si ça cesse d'être accrédité à REI, si notre bénéficiaire décède, puis dans le fond, à partir où, si on commence à ressortir les sommes, là, on perd pas le régime, mais pour les sommes qu'on retire, on va avoir une obligation de rembourser une partie des subventions et des bons reçus. Avant 2014, fallait rembourser là, les montants en entier. Maintenant, depuis 2014, pour chaque dollar qu'on va retirer du REI,
faut rembourser 3 dollars de subventions et de bons reçus. Donc, à ce moment-là, mais c'est toujours sur le 10 ans, 10 ans dans les derniers 10 ans. Donc, si notre dernière réception de bons ou de subventions date de plus de 10 ans, lorsqu'on retire 1 dollar, on n'a pas de remboursement à faire. Si c'est de moins de 10 ans, mais dans un cas comme ça, alors là, il faudra rembourser, à même le régime, on va rembourser 3 dollars de subventions et de bons pour chaque dollar sorti. Puis, ça se fait jusqu'à ce qu'on ait réduit, là, on ait remboursé en totalité le bon et la subvention reçue. L'avantage qu'on a, c'est que même si on le rembourse, on comprend que ça va avoir été comme un emprunt sans intérêt sur lequel on va générer du rendement depuis le moment où on a reçu la subvention puis le bon. La chose que je pourrais rajouter ici, c'est donc quand on parlait tantôt, c'est 60 ans, le ministère contribue jusqu'à 50 ans dans le régime, ben c'est pour laisser le 10 ans supplémentaire pour que quand les montants comme un fer, un REER, c'est 71 ans, mais quand vous commencez à le retirer dans les délais, ben la période de 10 ans a déjà été réglée. Et je suis quelqu'un toujours d'optimiste, mais si vous perdez votre agrément, vous peut-être vous rembourser de l'argent au gouvernement, mais entre nous, c'est une excellente nouvelle parce que vous allez être guéri de la sclérose en plaques, parce que vous respectez plus les critères d'être dans le régime. Donc, c'est pas un côté si négatif que ça de perdre son agrément, parce que probablement on aura réalisé au niveau de la sclérose en plaques que ça sera du passé, on aura trouvé les médicaments et que la maladie disparaîtra. On a depuis 2011, on a un nouveau choix possible dans la mesure où on est dans une situation là qui est qualifiée de décès imminent, donc qualifié par un médecin. On sent que le décès approche. On a la possibilité de retirer en totalité les montants sans avoir à faire le remboursement à ce moment-là. Donc, c'est comme une latitude supplémentaire que le gouvernement nous donne. Par contre, à notre décès, les remboursements devront être faits, mais ça nous aurait laissé la latitude jusqu'à ce moment-là de bénéficier du capital. À partir du moment où on fait ce choix-là, il y a moyen de revenir en arrière. Il y a moyen de canceller le choix. Par contre, on perd là une certaine possibilité d'obtenir subvention ou des bons après. Puis, donc c'est certain là qu'une fois qu'on a fait le choix, c'est difficile de revenir en arrière, mais un peu comme pour reprendre un peu le propos de Luc, si notre décès était imminent dans les 5 ans, puis finalement on dépasse les 5 ans, ça reste somme toute une bonne nouvelle. Bon, alors au niveau planification, quelques éléments qu'on va vouloir prendre en compte. Premièrement, bien, c'est sûr que si on s'attend à ce que notre revenu fluctue, c'est toujours intéressant de souscrire quand notre revenu est en dessous de 97 000 afin de maximiser les subventions. Donc, si notre revenu a des variations pour X raisons ou on anticipe qu'il y aura des variations, on est mieux de procéder aux cotisations lorsque notre revenu est en dessous de 97 000 pour bénéficier là, des subventions accélérées. Comme Luc le disait, quand on est en dessous du seuil de 31 000 puis qu'on a le droit au bon, mais on reçoit un avantage direct à créer le régime. Donc, même en mettant $1 de cotisation ou sans cotisation, en fait, là, on se retrouve qu'on va être capable d'aller chercher les montants, d'aller chercher les montants de bons. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine. Puis, il y a aussi certaines possibilités quand c'est nos enfants ou petits-enfants qui sont atteints, qui ont droit au crédit pour personnes handicapées, on a une possibilité de transférer les sommes par roulement fiscal de nos REER ou FER ou d'un régime de retraite, puis les transférer directement au REI de l'enfant ou du petit-enfant à charge. Puis ça nous permet là, d'économiser, dans le fond, de bénéficier d'un roulement fiscal. Donc, dans un REER, on aurait déjà eu la déduction au moment de la cotisation. Donc, on transfère au REI. Puis ça va nous permettre là, d'aller chercher les cotisations pour l'enfant. Par contre, là, on a toujours la même limite. On peut pas dépasser le 200 000 $ de cotisation, peu importe d'où viennent les sommes investies. Dans ce cadre-là, il n'y aurait pas de subvention parce qu'on a déjà un avantage fiscal parce que si on a REER, qui aurait été imposable dans les mains du décédé. Donc, on nous permet vraiment de le transférer sans impôt, mais on vous donne pas des subventions supplémentaires par ce transfert-là qui pourrait avoir lieu.
mais c'est quand même un report quand même intéressant parce que le but de la fiscalité, souvent, c'est une question de reporter l'impôt le plus loin possible et de le reporter au moment où votre taux d'imposition est peut-être plus faible dans le temps. Donc, c'est un roulement qu'on appelle qui est super intéressant. Ici, on a inclus au PowerPoint, on a inclus un résumé là, de ce qu'on vient de dire là, concernant le REI. Donc, je vais passer rapidement, là, mais à titre d'information, là, ça c'est toujours utile. Même chose ici. Peut-être une petite mention. Avant, là, ils ont changé les règles là, à partir de. Ils ont annoncé qu'il y aurait des modifications à partir de 2021, mais avant 2021, quand notre régime prenait fin, par exemple, là, pour une perte d'accréditation, on avait la possibilité de le laisser ouvert pendant 4 ans pour reporter là, notre retrait puis notre remboursement de subvention. Les modifications proposées là, vont venir enlever là, cette possibilité-là de 4 ans. Par contre, ils ont toujours pas été mis en place. Fait intéressant, le revenu, le revenu n'affectera pas, le revenu qui provient du REI n'affecte pas le calcul pour ma pension de sécurité de vieillesse ou pour l'assurance emploi ou mes crédits de solidarité. Donc, c'est un revenu là, qui est intéressant pour ça. L'avantage de la question du 4 ans, où il y avait un avantage certain, on a dit tantôt que si on va faire un régime, il faut rembourser les subventions des 10 dernières années. Donc, si je regarde le régime 4 ans de plus ouvert, ben on comprend les 10 dernières, les 4 dernières, je n'ai pas eu. Donc, on venait limiter, dans le fond, le remboursement en permettant de garder le régime ouvert pour une période un peu plus longue. Donc, mais on attend, comme disait Félix, les modifications législatives là-dessus. Cette proposition-là de 4 ans, ça faisait pas longtemps que ça avait été adopté. Je pense que c'est 2-3 ans antérieurs. Puis le ministère est revenu sur cette décision en 2020. Exact. Puis, dans le fond, là, si, comme Luc le mentionnait aussi, à partir de 60 ans, on va avoir des retraits minimum obligatoires, un peu comme dans le cas d'un fer. Puis, c'est sûr que les montants qu'on ressort, eux, sont imposables, là, un peu dans le même principe là, que le serait un REER. Donc, ici, on vous a mis aussi un tableau comparatif un peu. J'évoquais un peu la comparaison ou les ressemblances entre les REE et les REI. Donc, ici, on vous a mis un peu les différences, les avantages de l'un et de l'autre. On voit, là, somme toute, là, un gros avantage pour le régime épargne invalidité au niveau de plafond cumulatif, au niveau aussi également là, des montants qu'on peut cotiser, des montants que le gouvernement cotise. Donc, ça, pour titre d'information, là, ça peut toujours être utile pour voir un peu la différence entre les différents régimes. Puis c'est ça. Moi, j'avais... Luc, je te laisse la parole pour la suite. Oui, je vais aussi revenir. Dans le fond, une question qu'on peut se poser quand on parle tout en période des REER actuellement, les capacités d'argent pour les gens, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Je vais vous dire, on s'est fait tout souvent poser la question de savoir, j'ai un peu d'argent, est-ce que je crée un régime épargne invalidité? Est-ce que je mets de l'argent dans mon REER? Je vais faire un calcul simple. Vous avez 1 000 $, vous ouvrez votre régime aujourd'hui. Si vous mettez dans un REER, vous avez une économie d'impôt selon votre taux d'imposition. Si vous êtes invalide, vous êtes probablement sûrement pas au taux marginal maximum, vos revenus ont baissé, peut-être un retour de 30 à 40 pour le 1 000 $ de REER qui va vous rapporter peut-être 400 $ maximum. Alors que si vous mettez dans le régime épargne études, par rapport à votre niveau de salaire, ben votre 1 000 $, vous ramassez 3 000 $ de subvention. Donc, c'est clair que le choix entre un et l'autre pour maximiser la subvention, surtout quand vos revenus sont en bas de certaines limites, que le régime épargne invalidité est l'élément probablement le plus intéressant à faire. La question, c'est plutôt une disponibilité de l'argent. On comprend que quand l'argent est dans le régime épargne études, dans le régime épargne invalidité pour faire mon retrait, ben si j'ai besoin d'argent, je le retire, ben par la suite de pouvoir remettre de l'argent et de chercher mes subventions, ben j'ai une obligation de rembourser les subventions. Donc, c'est peut-être plus restrictif en termes d'accès à l'argent
que vous allez avoir dans votre CELI, par exemple, qui donne aucune déduction, qui est à l'abri de l'impôt, ou qui est dans un régime, dans un REER, qui, si vous le retirez, il faut vous imposer à ce moment-là, mais comme je disais tantôt, ça arrive souvent, les gens ont des baisses de revenus importantes, donc ça se peut que le taux d'impôt ou que l'impôt soit très faible pour le retirer. Donc, un petit peu plus de flexibilité sur l'accès à l'argent. Mais en termes de montant de subvention, je vous dirais, pour les personnes invalides, je vais favoriser vraiment le régime épargne invalidité avant un REER pour un peu mon fonds de pension ou une partie de mon fonds de pension un peu plus tard pour vraiment aller chercher le maximum du rendement. Parce que dans les deux cas, l'argent s'accumule à l'abri de l'impôt. Mais comme je disais tantôt, vous partez votre régime, vous ramassez 10 ans en arrière, vous avez mis 3 000 $, puis vous avez 23 000 $ dans votre régime demain matin. Il n'y a pas un REER qui va vous donner ce rendement-là, à moins que vous preniez des risques énormes. Et ça, c'est garanti, c'est pas zéro risque, et l'argent est vraiment là pour accumuler dans le cadre de votre retraite. Donc, c'est le genre de questions, souvent, on se fait passer entre les régimes, mais à cause des avantages majeurs qu'on a dans le régime épargne invalidité, on a vraiment, ça devrait être vraiment votre premier choix, à moins qu'il y ait un besoin d'argent rapide. Là, à ce moment-là, le CELI ou le REER pourrait être un point peut-être plus intéressant, mais normalement, mettez un petit peu d'argent à votre revenu de pension plus tard. Et comme on a vu également que si vraiment la maladie se détériore ou qu'on a un diagnostic qui peut arriver de plus de fin de vie, ben on a quand même, avec le délai, comme on voyait, il y a quand même un allègement de retirer. Si le médecin confirme en dedans de 5 ans, ben de pouvoir retirer les sommes sans aucune pénalité, alors d'en profiter à ce moment-là. Donc, c'est le volet où c'est l'orientation, c'est souvent la suggestion ou le commentaire qu'on fait aux gens relativement entre le choix d'un régime ou un autre. La notion d'invalidité, je vais simplement, on va y revenir tantôt dans la section qu'on parlait de crédit d'impôt invalidité. C'est quoi une personne invalide, c'est quoi les critères et comment qu'on peut l'obtenir. Concernant l'autre chose au niveau fiscal, donc dans votre propre déclaration d'impôt, ben, il y a des déductions qu'on peut déduire, on appelle nos frais médicaux. Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est l'ensemble des frais qu'on a en cours relativement, dans le fond, à la maladie, puis on va voir quand même très large au niveau de qu'est-ce qui peut être inclus. Et il y a un genre de limite au-delà duquel qu'on peut pas déduire. Donc, si on regarde au niveau fédéral, provincial, donc au niveau du Québec, donc disons que j'ai 20 000 $ de revenus familial, ben, premier 3% qui est 600 $, donc le premier 600 $ de dépenses n'est pas admissible et tout l'excédent des dépenses devient admissible au crédit d'impôt. Au niveau du Québec, il faut tenir compte du revenu familial, donc des deux conjoints, et on prend 3%. Donc, si mon conjoint, que moi je suis invalide, je gagne 20 000, mon conjoint en gagne 80 000, ben il faut que je prenne 100 000, 3%, donc le premier 3 000 $, je peux pas aller chercher mon crédit. Au niveau fédéral, ben c'est une base individuelle. Donc, ça va être simplement que celle que 20 000, ben 3%, c'est le premier 600 qui est pas déductible et le crédit d'impôt, c'est à ce moment-là dans cette déclaration d'impôt. Donc, on a une grosse différence entre le Québec et le fédéral. Donc, il faut, dans ce cadre-là, vraiment le planifier là-dessus. Au niveau des frais médicaux, au niveau familial, on va pouvoir les combiner ensemble pour les deux parents pour le mettre dans la meilleure déclaration d'impôt. Donc, à partir du moment, comme au fédéral, on enlève 3% de revenus de celui qui les réclame, vous comprendrez que je me souviens de toutes les rassembler dans une seule déclaration et j'ai 3% de la personne qui va chercher le crédit d'impôt, qui va venir, dans le fond, la franchise être enlevée et la balance des dépenses seront admissibles dessus. Donc, c'est quoi les dépenses qu'on rentre des frais médicaux? Les choses assez simples, on parlait de médicaments, certains produits d'incontinence, mais des fois, on va oublier certaines choses. Comme la première chose, c'est la prime versée pour votre assurance privée. Donc, si vous en avez une ou celle de votre conjoint, ben on peut la regrouper et ce montant-là, donc on parle de la part de l'employé, ben c'est un frais médicaux. Au niveau du Québec, s'il y a une assurance privée qui est payée par votre employeur, compte tenu qu'il y a un avantage imposable sur le relevé 1 de l'employé, ben ce montant-là est considéré aussi comme frais médicaux. Donc déjà là, dès que vous avez une assurance, le montant de la prime, en règle générale, on vient de couvrir la franchise du 3%. Et donc, toutes les autres dépenses
et incluant probablement une partie de cette prime-là sera admissible. Au niveau comment ces montants-là c'est sûr que si votre assureur vous rembourse des médicaments, ben c'est juste le montant net, c'est qu'est-ce que vous avez vraiment déboursé qui va être considéré comme frais médicaux. Concernant le choix, ça c'est une chose un peu méconnue. C'est pas automatiquement sur une base civile qu'on doit calculer nos frais médicaux pour savoir quelle est la meilleure période. Et le choix qui est fait une année peut être différent d'une année à une autre à condition de ne pas prendre la même dépense deux fois. Je vais prendre un exemple. Je tombe invalide et j'ai beaucoup de frais ou je fais une rechute au niveau de la sclérose. J'ai une période qui est vraiment plus difficile qui arrive et que ça arrive au mois de septembre. J'ai beaucoup de frais entre septembre et décembre, mais je n'avais presque pas eu au début de l'année. Donc, l'année civile 2020. Est-ce que je prends mes dépenses tout de suite ou compte tenu je suis encore en période puis que durant l'année 2021, j'ai beaucoup de frais encore. Donc, je pourrais dire simplement, j'en réclame pas en 2020 et je vais prendre dans le fond du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et calculer toutes mes dépenses. Donc, on peut maximiser à partir du moment que j'ai une franchise, tout l'excédent donne droit au crédit. Donc, on n'est pas limité sur une base civile pour calculer. Donc, à 2021, je prendrais par exemple du 1er septembre au 31 août 2021. En 2022, je pourrais prendre l'année civile 2022 complet. Ou je pourrais prendre encore là de la même période, donc du 1er août 2021 au 31 août, 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Donc, la question qui est un peu un calcul, surtout quand je fais des épisodes, puis la sclérose en plaques peut être bien pendant plusieurs périodes, 1 an, 2 ans, il y a une crise qui arrive, il y a plein de frais qui peuvent arriver, des changements. Donc, cette notion-là s'applique beaucoup dans ce genre de maladie-là, de bien faire attention et bien calculer votre période de 12 mois pour l'ensemble des frais pour maximiser votre avantage. L'autre constat, c'est que même si je réclame dans une déclaration au Québec, par exemple du conjoint, je suis pas obligé de répondre la même personne au niveau fédéral et vice-versa. Donc, mon choix, dans un premier temps, peut être différent sur qui réclame les crédits. Et également pour la période. Je pourrais prendre 12 mois, encore là, du 1er septembre, 31 août 21 au niveau fédéral, puis prendre l'année civile au niveau du Québec. Donc, on a une grande flexibilité de maximiser vos dépenses en fonction de tirer le maximum et d'avoir la moindre réduction possible, qui j'appelle ma franchise de 3% selon un ou l'autre des gouvernements. En plus, qui peut rentrer dans les frais médicaux, donc pour les personnes à charge, mais là, il y a une petite particularité relativement à ça. Donc, pour les personnes à charge, ben, il faut tenir compte quand même des revenus qu'ils ont. Donc, en bas de charge, mais ils ont quand même gagné peut-être un petit peu de revenus. Ben, il faut enlever le 3% de revenus pour nous permettre l'excédent de venir d'être capable d'aller chercher. Au niveau du Québec, ben, on n'a pas à tenir compte des revenus de personnes à charge. C'est qu'on appelle ça société distincte au niveau du Québec fédéral. On a des règles particulières et c'est là qu'on perd notre latin là-dedans au niveau de savoir qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas. On essaie de vous les résumer. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des particularités sur les frais médicaux. Les montants de subvention, comme parlait Félix tantôt, le régime d'épargne invalidité, il y a des montants fédéral provincial qui rentrent. On s'est attardé au fédéral, mais il y a 2 montants. Ici, sur le choix, ma période de 12 mois, dans quel revenu? Il y en a un qui est limité à un revenu familial. Au niveau fédéral, c'est 3% du revenu de la personne, mais j'ai un plafond que je pense que c'est 1 700 $. Donc, même si je gagne 300 000 $ de revenus, 3% me donnerait le premier 9 000 qu'il faut que j'exclue. Ben, au niveau fédéral, ben, t'es limité à 1 700, donc tout l'excédent de 1 700 sera admissible. Alors qu'au Québec, il n'y a pas de plafond de 3% du revenu familial. Donc, le fédéral est probablement plus généreux qu'au niveau du Québec sur le retour d'impôt ou la dépense qui est admissible. Qu'est-ce que vous donne comme retour? Ben, c'est un crédit d'impôt non remboursable. C'est-à-dire que ça vous prend de l'impôt payable pour pouvoir en bénéficier. Donc, on comprendra que si mon revenu est faible, ça se peut, je peux pas bénéficier de l'ensemble de mes crédits. Il n'y a pas de chèque qui est fait là-dessus. Donc, encore là, c'est la planification de regarder dans ceux qu'on peut maximiser le crédit d'impôt pour pouvoir vraiment réduire nos impôts dans le cadre de la préparation des déclarations d'impôts. Si je regarde au niveau des frais admissibles, donc si je continue par la suite, donc on va voir l'aide à la marche, aiguille, seringue. On va voir à plusieurs endroits prescriptions requises.
Donc, s'il n'y a pas de prescription, ces choses-là sont pas admissibles. Donc, faut vraiment, on va voir qui peut vraiment donner les prescriptions ou confirmer. Mais simplement, en règle générale, votre médecin qui dit ça te prend ce volet-là, ça te prend ces dépenses, ça te prend ces médicaments-là, ça te prend une aide à marcher, ça te prend des aiguilles, une seringue, on voit le coût d'un animal, les frais de transport. Donc, on peut voir, il y a énormément de dépenses. Je vous dirais, on a un bulletin d'interprétation qui a à peu près 50 pages sur les types de frais médicaux qui peuvent être admissibles. Donc, tout ce qui est relatif à votre maladie de près et de loin, qu'il faut comprendre, il y a des bonnes chances qu'ils rentrent dans des définitions de frais médicaux. Puis mon deuxième point, souvent qu'on va voir, est-ce que j'ai une prescription qui dit que j'en ai besoin? Au-delà de ça, sur des médicaments communs, par exemple, si j'ai une prescription pour m'acheter des Tylenol, ben, il ne sera pas admissible. Même si c'est pour m'aider dans le cas de maladie, ben, il y a quand même une limite sur les genres de choses qui peuvent être directement reliées. Donc, il faut juste faire attention relativement qu'est-ce qui peut rentrer à l'intérieur, mais je dirais que c'est relativement très large et souvent sous-estimé et dire j'ai presque pas eu de dépenses pour mes frais médicaux, mais juste votre prime d'assurance maladie privée ou même la prime que vous payez au gouvernement, elle est considérée comme un frais médicaux, comme une dépense l'année suivante. Donc, votre prime que vous payez à la RMQ parce que vous n'avez pas d'assurance privée rentre déjà dans vos dépenses de frais médicaux. Donc, c'est quand même un élément qui dit que, règle générale, quand on s'y arrête, on va probablement en bénéficier de ce genre de crédit-là. Je continue les autres frais admissibles qu'on peut rencontrer, donc auditif, orthopédique, l'ascenseur. Donc, au niveau de la sclérose en plaques, qui ne peut plus marcher, donc les modifications de la maison, j'ai besoin d'un ascenseur. Oui, il existe des subventions par certains organismes pour vous aider à faire des modifications à votre maison. Mais si ça vous coûte plus cher que le montant de la subvention, ben l'excédent, ça sera comme un frais médicaux durant l'année et donc vous allez pouvoir avoir droit directement. Les frais payés aux médecins qui vous chargeaient à une certaine époque pour remplir le fameux formulaire, ben il est admissible comme frais médicaux. Dans le public aujourd'hui, on appelle ça des frais accessoires, je pense qu'ils sont pas mal coupés. Dans le privé, le médecin il peut vous en charger pour remplir le fameux formulaire. Et donc, c'est trop moins le montant, même si ça vous charge d'avoir payé un montant à un médecin qui gagne bien sa vie, ben au moins le montant sera considéré comme frais médicaux relativement à ça. Donc, chaise guidée motorisée, encore là, vous voyez souvent au niveau de la présentation, prescription requise. Donc oui, c'est des dépenses admissibles. Il y a une bonne relation avec votre médecin, votre neurologue dans cette situation-là qui vous suit pour vraiment bénéficier et de maximiser vos avantages relativement à ça. Un climatiseur pourrait l'être, encore là, prescription requise, dans la situation où jusqu'à un maximum de 1 000 $. Concentration donc d'oxygène, sous-vêtements, dispositifs thérapeutiques. Donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses qui sont prévues, qui sont possibles relativement à ça. Je m'en vais à l'autre. Donc, quand on parle des frais de construction, de rénovation pour la maison, pour accéder, pour le rendre plus admissible, à la base même, c'est pas une rénovation qui est faite juste pour augmenter le prix d'une maison. C'est vraiment qu'est-ce qui est relié pour vous permettre d'avoir un meilleur accès et vous déplacer plus facilement directement à votre maison. Donc ici, on va faire référence beaucoup à l'achat de l'installation de rampes, l'agrandissement baisser les comptoirs, l'agrandissement des murs, les rampes qui sont à bâtir. On parlait tantôt de l'ascenseur également qui rentre dedans. Les ajustements au niveau de la salle de bain, de la chambre à coucher. Donc, tout ce qui est vraiment qu'on peut faire un lien directement à la rénovation pour vous permettre vraiment d'accéder d'une manière plus facilement, ben ce sont des frais qu'on va considérer comme étant admissibles. Et là, vous pouvez comprendre que ces montants-là, c'est pas $1 et que c'est doit au moins le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, si on regarde au niveau fédéral, c'est 15% du montant de la dépense après avoir enlevé la franchise. Mais compte tenu qu'on a un impôt au Québec directement, techniquement, le vrai montant, c'est à peu près 12% de la dépense au fédéral comme crédit d'impôt. Et au Québec, c'est 20% de la dépense admissible. Donc, si on combine les deux sur la dépense, combien qu'on peut aller chercher de nos impôts, en enlevant le montant de la franchise, on va parler de l'ordre de près de 32% des dépenses. Donc, c'est quand même une part quand même appréciable
surtout quand on souffre de cette maladie-là, que les revenus sont en baisse et qu'on a des besoins vraiment spécifiques importants pour vraiment continuer à être fonctionnel à l'intérieur de notre endroit directement. Frais de déménagement. Donc, si dans un logement rendre plus accessible, ben on peut jusqu'à 2000 $ des frais de déménagement, qui serait une dépense admissible. Les frais de déplacement pour des soins médicaux qui sont donnés à l'extérieur de notre région, où tous nos frais de déplacement seraient admissibles, l'hôtel, le voyagement. On peut prendre un taux au kilométrage ou faire un calcul spécifique des dépenses. Frais de préposé de soins. On va voir tantôt une particularité fiscale, mais vous engagez quelqu'un pour venir vous aider, ben le montant total qui est versé rentrerait dans les frais médicaux. Donc, c'est ceux qui ont les moyens, les finances d'avoir de l'aide, ben ce sont des montants quand même qui vont rentrer à l'intérieur pour pouvoir en bénéficier. Bicycle d'exercice, c'est un peu une paralysie, ces choses-là. Donc, toutes des choses qui peuvent rentrer à l'intérieur. À l'extérieur du Canada, est-ce que les frais sont admissibles? Donc, la réponse est oui. Ils sont pas obligés d'être au Canada. Puis ça inclut frais de déplacement. Et ça pourrait inclure également si j'ai besoin d'être accompagné, donc de l'accompagnateur, à condition que le médecin l'atteste que c'est nécessaire que vous soyez accompagné dans le cadre d'aller chercher vos traitements directement. Il faut que ce soit vraiment des frais médicaux. J'ai déjà eu il y a plusieurs années les gens par rapport à la méthode Zamboni, là, si je me souviens bien, où on demandait qu'on allait à l'étranger pour avoir le traitement. Est-ce que c'est une dépense admissible aux fins canadiennes comme frais médicaux? À l'époque, compte tenu que le programme ou les services qui étaient donnés n'étaient pas reconnus au niveau canadien comme étant vraiment médical, techniquement, ces dépenses-là n'étaient pas admissibles. Donc, c'est sûr, si les gens l'ont réclamé, puis ils n'ont pas eu de cotisation, ça ne veut pas dire que c'est admissible. Techniquement, c'est une dépense qui n'est pas admissible relativement à ça, parce que ça ne rentre pas dans la notion de frais médical sur la notion d'un traitement reconnu. Donc, c'est l'exemple que j'ai eu en pratique quand on a eu une période où souvent la question se faisait poser pour ce genre de traitement-là qui était donné juste à l'extérieur du Canada. Au-delà des frais médicaux, qui est encore, pour être certain que Société Distincte oblige qu'on a vraiment des différences, il y a certains types de dépenses qui sont admissibles à un gouvernement, mais pas à l'autre. Donc, si je vais donner simplement l'homéopathie, les naturopathes, l'ostéopathe, les physios, le psychanalyste, avec ça, au niveau du Québec, ce sont des dépenses admissibles, mais pas au fédéral. La massothérapie n'est pas admissible ni au fédéral ni au Québec. Quand on vous dit qu'on a des particularités vraiment très précises, différentes entre les deux, ça en est quand même un bel exemple ici au niveau des dépenses sur leur admissibilité, qu'il y a une différence entre le Québec et le fédéral. Donc, salle de bain, entrée des douches, elle rentre à l'intérieur de ça. Véhicule adapté, 20% du coût payé pour adapter jusqu'à un concurrent de 5 000 $. Donc, ça veut dire simplement, si ça vous coûte 25 000 $ et plus, vous allez avoir droit à 5 000 $ comme étant des frais médicaux. Les voies d'accès pour votre automobile, à votre résidence, les changements. Donc, tout ce qui touche directement et indirectement à la maladie, qui vous aide d'avoir un mieux-être et qui est vraiment relié dans plusieurs situations avec une prescription qu'on a, dites-vous que j'ai des bonnes chances que ça soit considéré comme un frais médical et qu'on ait certains avantages fiscaux relativement à ça. Tout frais préposés aux soins. Ici, dans le fond, je vais revenir avant. Okay, non. Frais préposés aux soins. Donc, les soins maison pour santé à temps plein, c'est les personnes qui viennent nous aider. Si vous êtes dans une maison qui vous donne ce traitement-là ou qui vous donne ce service-là, la dépense dans votre loyer qui est relativement au préposé, préparation de repas, le ménage, l'aide qui est là-dessus, sera considéré comme un frais médicaux dessus. Après ça, tout frais de préposé. OK. Ici, on a une petite particularité parce que ça serait trop simple qu'on n'aurait pas de particularité en termes de l'impôt. Simplement, dans le cas d'un frais proposé, puis on va voir ce qui va suivre par la suite, mon crédit d'impôt pour personnes invalides, bientôt personnes handicapées, c'est
jusqu'à 10 000 $ pour le préposé, aucun problème, vous l'additionnez avec l'ensemble de vos frais médicaux et vous allez avoir droit également à votre crédit d'impôt pour invalidité, qui est un crédit, qui est un montant fixe, donc je pense que c'est 8 000 $ au niveau du fédéral, plus un montant supplémentaire selon votre niveau de revenu pour aller jusqu'à 13 000 $ comme une dépense. Si vous réclamez plus que 10 000 $ pour votre préposé, vous perdez 100% de votre crédit d'impôt pour invalidité. Donc, en d'autres mots, si votre préposé vous coûte 10 100 $, ben, vous perdez 13 000 $ de dépenses considérées comme un crédit d'impôt pour personnes invalides. La question qu'on se fait poser, ben, si ça m'a coûté 10 100 $, je suis obligé de réclamer mon montant total pour mon préposé ou je pourrais me limiter à 9 900 $. Ben, la réponse est oui, vous pouvez vous limiter à 9 900 $ et prendre votre crédit d'impôt pour invalidité au complet par la suite. Donc, quand notre préposé, qu'on est proche du 10 000 $, ben, il y a un calcul, il y a quelque chose qu'il faut regarder pour savoir est-ce que je devrais le prendre au maximum ou me réduire le montant que je vais prendre pour le préposé pour maximiser mon crédit d'impôt pour personnes invalides. Donc, encore là, il n'y a pas d'obligation toujours de réclamer vos dépenses au complet. Dans un cas de décès, la particularité au niveau des frais médicaux, ben, si on n'a pas réclamé nos dépenses, ben, on peut réclamer à ce moment-là jusqu'à 24 mois en arrière, si on n'a pas dû réclamer autrement, dans l'année du décès, nos frais médicaux. Et donc, ça donne quand même quelque chose qui est important. Ça arrive des fois que quelqu'un tombe malade, il n'a pas pu chercher son certificat d'invalidité. On se rend compte que pour la personne, elle est décédée, ça nous arrive assez régulièrement quand on fait des successions, on connaît pas les familles, on commence à poser des questions. Ben, dit la personne est invalide. Donc, parfait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. On va aller chercher le certificat, demander au médecin traitant depuis quand la personne est invalide. Par le certificat, on peut amender nos déclarations d'impôt. Et dans un cas de même, ben, au lieu de prendre 12 mois, mes frais médicaux, j'aurais pas réclamé, ben, je pourrais prendre 24 mois. On comprend 24 mois que je prends d'une même année. Ma franchise de 3% s'applique juste pour un an. Donc, j'ai vraiment un avantage, je viens de couper une franchise dans ce cadre-là. Et je peux réclamer quand même mes années antérieures. Et en termes pratiques, on est capable de reporter, si on n'a pas fait nos réclamations, par exemple, notre certificat de personne invalide, tout ça au niveau fiscal, jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, si par rapport à la conférence, vous dites, je rentre dedans, je l'ai pas fait, qu'est-ce que je peux faire? C'est combien de temps que je peux revenir en arrière? Est-ce que je peux revenir réclamer les choses auxquelles j'ai droit? Ben, la réponse est oui. On peut retourner 10 ans en arrière, faire un amendé dans vos déclarations d'impôt et aller chercher ces avantages-là que vous aviez peut-être pas pensé que vous étiez admissible et que vous pouvez en profiter de cette chose-là. C'est sûr que lorsqu'on fait un amendé, je vous dirais dans plus de 75% du temps en pratique, mais ayez tous vos reçus, vraiment vos choses, vos prescriptions, vos choses très claires, parce que vous risquez, vous voulez faire demander. Vous n'êtes pas obligé des produits avec la déclaration d'impôt, mais sur demande, on doit fournir l'ensemble des documents. Et lorsqu'on réclame beaucoup de frais médicaux, il y a des programmes standards automatisés du gouvernement qui vous envoient une lettre pour dire on fait une vérification standard, pour vous nous envoyer vos dépenses de frais médicaux que vous avez réclamées. Et là, on les envoie donc. Il n'y a pas d'obligation avec la déclaration, il faut les garder en filière et lorsqu'on les demande, on les envoie au ministère. Donc, la notion de prescription, je le répète, est excessivement important. Les dépenses sont vraiment relatives et qui ont un lien directement avec vous concernant les frais médicaux. Si je continue, tout. Donc, crédit d'impôt remboursable. Au-delà, le crédit d'impôt, on va parler de frais médicaux et non remboursables, mais le ministère a rajouté pour les gens à faible revenu que les frais médicaux, même si tu n'as pas assez de revenus, il y aura un crédit d'impôt remboursable. Remboursable, ça veut dire que même si tu n'as pas d'impôt à payer, même si tu as à peu près presque pas de revenus, ben le gouvernement va te faire un chèque parce qu'il est remboursable. Donc, ça ne prend pas de l'impôt payable. Quand on parle d'un crédit non remboursable, c'est-à-dire ça me prend de l'impôt déclaré, de l'impôt calculé pour venir l'appliquer à l'encontre et qu'après ça, on ne demande pas d'argent. Donc, ici, dans la question, quand on parle de crédit d'impôt remboursable, ben, c'est un montant, c'est un chèque de les recevoir du gouvernement. Donc, on a certains de revenus minimum. Donc, on parle, ça vous prend au moins 3 714 au fédéral, 3 135 au Québec, là. Donc, ça vous prend au moins un minimum. Donc, si vous gagnez plus de 3 700 $,
mais que vous faites même pas votre déclaration, j'ai pas d'impôt payable, puis j'ai des frais médicaux, ben la réponse, vous devriez faire votre déclaration parce que l'excédent jusqu'à 25% des dépenses, au-delà du seuil, ben vous avez le droit à un crédit d'impôt qui va vous donner quand même un remboursement, un chèque du gouvernement. Ça, c'est un crédit un peu méconnu, mais qui existe vraiment pour les gens à faible revenu qui encourent ce genre de type de dépenses-là. Encore là, ben quand on trouve de la sclérose, le travail, les revenus baissent. Donc, des fois, on l'oublie qu'on pourrait avoir droit à ce genre d'avantages-là. Parce que la question, les gens se disent, ben, il est non remboursable, j'ai pas de revenus, ça me donne rien d'accumuler mes dépenses puis rien faire avec. Ben, la réponse est non. Si vous au moins vous avez 3 700 $ de revenus, ben, vous comprendrez que je vais avoir un remboursement des dépenses que je vais payer de mes frais médicaux quand même. Et donc, c'est un point quand même, c'est un allègement quand même intéressant pour les gens à faible revenu. Donc, ça, c'est l'ensemble des frais médicaux au niveau du tour de qu'est-ce qui peut être admissible. Vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Il y a des peu de règles particulières, mais l'important, c'est la notion de prescription qui, je pense, est un élément important. Une des questions que j'ai vu passer, c'est je suis pas invalide, j'ai la sclérose en plaques. C'est quoi une personne invalide? Quand est-ce que je peux y avoir droit à ce crédit d'impôt-là? Bon, il y a 2 points quand même importants dedans. Donc, au niveau fiscal, donc la définition qu'on a, au niveau du formulaire, c'est une déficience prolongée qui a une durée où on peut s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois consécutifs. Donc, quand je prends au niveau de la sclérose en plaques, quand vous êtes diagnostiqué et que vous avez des périodes vraiment où vous devenez invalide, ben, à partir du moment qu'un médecin vous donne le certificat, on va voir le critère par la suite dans les pages suivantes qui vous rend admissible, ben, par la suite, simplement, ben, c'est votre formulaire que le ministère, dans le fond, vous demande de produire et il faut que vous l'ayez en main, puis on l'envoie au ministère, puis par la suite, ben, vous allez être admissible au crédit d'impôt. L'attestation, donc, c'est par soit le médecin ou soit maintenant par un infirmier ou une infirmière depuis 2017. Ça, c'est quand même très nouveau. Donc, pour la sclérose en plaques, une infirmière pourrait remplir votre formulaire, comme quoi qu'elle reconnaît que les critères sont respectés. Et à ce moment-là, on sera considéré aux fins fiscales comme une personne invalide. Donc, on parle du crédit d'impôt pour invalidité, qui est de l'ordre de 8 500 $ fois le taux du crédit, donc 12% au fédéral. Et au Québec, c'est 3 449. Et si je fais le revenu, ben j'ai un supplément, j'ai moins de 18 ans, j'ai un supplément de 5 003 qui se rajoute au niveau fédéral. Au niveau des types de déficiences, il y a d'autres professionnels de la santé qui peuvent aussi signer le formulaire. Mais quand on parle, par exemple, pour une déficience visuelle, un optométriste pourrait le faire, auditive, ça pourrait être un audiologiste, capacité de marcher, s'alimenter ou s'habiller, un ergothérapeute pourrait le faire. Donc, dans la situation, on parle de la sclérose, médecin, infirmier, probablement un ergothérapeute pourrait signer le formulaire. Un psychologue, c'est des problèmes au niveau de la mémoire, résolution de problèmes à l'apprentissage fonctionnel, un orthophoniste pour le trouble de la parole, un physiothérapeute sur la capacité de marcher. Donc, il n'y a pas juste le médecin qui peut signer le fameux formulaire. Et donc, si on parle de la sclérose en plaques, je dirais probablement un infirmier, une infirmière pourrait le faire. Et probablement un ergothérapeute, probablement des chances qui pourrait également signer le formulaire pour vous rendre quand même admissible là-dessus. La question de 12 mois consécutifs, je vais le voir, mais c'est la sclérose en plaques, mais je vais prendre la sclérose, j'appelle ça plus extrême, la maladie de Lou Gehrig, qui est une forme de sclérose. Ben, quelqu'un qui attrape la maladie de Lou Gehrig puis meurt après 6 mois, est-ce qu'il doit son crédit d'impôt à invalidité? C'est pas 12 mois consécutifs, il est mort avant même, entre le moment qu'il l'a su puis le moment qu'il est décédé, il n'y a pas eu 12 mois. Ben, la réponse, il y aurait quand même droit, parce que la définition de 12 mois, c'est qu'on s'attend, s'il décède pas, ça aurait duré 12 mois et plus. Donc, ça nous arrive encore là, dans des successions, d'aller chercher ces crédits d'impôt-là en faisant des amendés, parce que la maladie a frappé très fort. Au niveau de la sclérose, de différents types, il y en a des accélérés, il y en a des rapides, il y en a des courtes. C'est une maladie qui est très variable. Simplement vous dire, la notion de 12 mois devrait s'appliquer à tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par déficience grave ou prolongée? Donc, c'est la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne qui est limitée de façon marquée. Donc, consacrer un temps excessif pour faire certaines choses. Donc, on parlait
perception, réflexion, s'alimenter, s'habiller, comprendre, le fait de marcher, fonction d'évacuation, c'est une notion très polie pour dire autre chose. Et que façon de marquer, c'est limité au moins à 90% du temps. Temps excessif, ben c'est un peu entre le temps normal que ça peut prendre. Donc, la notion de temps excessif a été définie. Il y a eu des cas de jurisprudence pour le définir. En général, dans le fond, quand on dit à prendre un temps excessif, ben entre une personne normale qui n'a pas de maladie en parfaite santé et la personne qui a une déficience ou qui a un handicap, ben la personne qui a un handicap, ça prend 3 fois plus de temps que l'autre personne. Si ça prend plus que 3 fois le temps, ben à ce moment-là, on va considérer que c'est une définition de temps excessif dessus. L'autre point, une modification qu'il y a eu en 2005, puis ça visait souvent, on n'avait rien de spécifique pour la sclérose en plaques, mais que globalement, quand on additionnait tout, on était quand même considéré comme une personne handicap. Et donc, suite à, de mémoire, à un code court, donc le ministère a modifié un peu la notion en disant que la modification, c'est que si les effets cumulatifs de chacune des petites choses qui nous empêchent de fonctionner, comme on faisait référence, alimenter, marcher, de s'habiller, de faire des activités courantes, fait en sorte que globalement, pris en ensemble, on peut considérer que ça fait vraiment une limitation, mais d'une manière individuelle, ce serait pas suffisant. Ben à ce moment-là, on serait quand même considéré comme une personne invalide. Donc, chaque limitation ne marque pas de façon marquée, mais que l'ensemble des situations fait en sorte qu'on pourrait le considérer. Donc, ça prend encore une attestation du médecin. Donc, ergothérapeute, je disais tantôt, pourrait être admissible dessus. Et au niveau du formulaire à produire, ben c'est le formulaire, dans le fond, on parle de la T fédérale T2201 et la TP 752. En termes pratiques, on nous arrive des fois, ben le médecin ne veut pas me le signer parce que quelqu'un qui souffre de la sclérose, qui est en période, je vous dirais, que la maladie est au repos, elle peut être, on la rencontre dans la rue, peut être tout à fait normale, et il arrive une crise spécifique et la personne va être au lit pendant plusieurs mois et que on ne sait pas quand ça va revenir ou non. Donc, la notion, c'est vraiment, il y a un rôle important du médecin, puis ça part vraiment de là. À partir du moment où j'ai l'attestation, ben, cette attestation-là vous reconnaît que vous êtes invalide. Vous comprendrez tantôt, dans l'une des conditions pour le régime en épargne invalidité, il fallait être invalide aux fins fiscales. Donc, le fameux formulaire confirme que vous êtes admissible et donc vous avez le droit à prendre un régime enregistré d'épargne invalidité à ce moment-là. Donc, c'est un formulaire qui a vraiment une fonction importante là-dedans. Donc, le formulaire, de le faire remplir par un médecin, et j'avais la chance dans le cadre de la maladie que c'est pas juste le médecin qui peut le remplir. Maintenant, il y a une infirmière. Les infirmières peuvent le remplir, infirmière et également un ergothérapeute. Que c'est les mêmes critères qu'ils demandent, ce qu'ils considèrent. Donc, quand vous êtes en période de crise, vous allez voir votre médecin qui a aucune idée combien de temps ça va durer parce que la sclérose, ça peut être permanent ou non. Ben, vous avez vraiment une chance que le formulaire va vous le remplir et il va considérer que vous êtes invalide parce qu'il n'a aucune idée combien de temps ça va durer la crise ou quelles seront les incidences, les conséquences ou les pertes que vous allez avoir subséquentes. Donc, au niveau du fonctionnement, ce formulaire-là devient important dans le cadre pour les régimes enregistrés d'épargne invalidité. Donc, ça fait le tour pour invalidité, également frais médicaux. Je vais repasser la parole à Félix pour la suite. Oui, maintenant, toute la question là, de aidants naturels, quels sont les montants là, que nos aidants, que ceux qui nous aident peuvent obtenir? Au niveau canadien, on a le montant canadien pour aidants naturels. Dans le fond, toute personne qui aide de manière régulière une personne à charge régulière, systématique sur ses besoins de base de sa vie. Dans le fond, pour une personne admissible, une personne qui va être éligible au crédit pour personnes handicapées, la personne qui va l'aider dans sa vie de tous les jours va pouvoir bénéficier là, de ce crédit-là, de ce montant pour Canadien pour aidant naturel. Depuis 2017, là, on n'a pas besoin que cette personne à charge demeure avec nous pour avoir la possibilité de réclamer ce montant. Puis, notre personne à charge, là, ça doit être une personne de la famille. Donc, on parle de frères, sœurs, grands-parents, parents, petits-enfants, enfants, là, qui
qui est à charge en raison là, de sa déficience. Là, puis ça rejoint là, ce que Luc là, nous expliquait là, au niveau de la déficience. On a deux montants de crédit qu'on pourra obtenir. Là. Le premier, c'est le montant qu'on appelle supérieur. Donc, on a un 7 276 $ qui est octroyé à notre aidant naturel dans la mesure où, dans le fond, ça, c'est notre proche admissible. Puis, c'est par exemple, je vais aider un oncle, puis je vais avoir le droit à mon 7 276. Si le proche admissible que j'aide, c'est, par exemple, un enfant mineur ou c'est mon conjoint pour qui je vais également avoir le droit au crédit pour conjoint, pour époux ou pour enfant mineur, bien dans ce cas-là, mon montant pour aidant naturel est réduit à 2273. Puis ce crédit-là, finalement, un dernier critère, il va être réduit à 0 là, selon le revenu de la personne atteinte. Donc, quand ma personne à charge a un revenu égal à 24 361, bien là, à ce moment-là, le montant tombe à 0. Puis, c'est une réduction proportionnelle là, jusqu'à 24 361. Au niveau du Québec, on a une nouveauté en 2020. L'ancien crédit d'impôt pour aidant naturel est remplacé. Puis, on le remplace par 2 volets. Le premier volet, dans le fond, c'est tout aidant naturel pour une personne âgée de 18 ans ou plus qui est atteinte d'une déficience. Donc, on rejoint les mêmes critères là. Les mêmes critères, c'est le même critère en fait qu'au fédéral. On va avoir le droit, dans le fond, à un crédit d'impôt de 1250 $. Puis, potentiellement un deuxième 1250 si on réside avec la personne. Ça, c'est mon crédit pour aidant naturel pour une personne handicapée. Maintenant aussi, on vient rajouter un crédit pour aidant naturel pour une personne qui a 70 ans et plus. Puis là, dans ce cas-là, la personne n'est pas atteinte par une déficience. Donc, on obtient un 1250 $ si on aide une personne là, de 70 ans et plus qui ne serait pas atteinte là, d'aucune déficience. On a également le montant pour l'achat d'une habitation. Fédéral au Québec, là, c'est les mêmes règles que le Québec a suivi là, a suivi ce que le fédéral a fait. Donc, pour une fois, on a un traitement uniforme. C'est le même principe que le 5 000 $ pour une personne qui est un premier acheteur, sauf que ici, dans la mesure où c'est un achat soit pour une personne qui elle-même est une personne ayant droit au crédit pour personnes handicapées, ou pour c'est l'achat d'un parent qui fait l'achat, par exemple, pour son enfant, qui lui est une personne là, ayant droit au crédit. Bien, dans la mesure où cet achat-là est fait dans un but de rendre plus accessible la maison, d'être dans un environnement qui va être plus adéquat, mieux adapté, bien là, on aura le droit à ce montant de 5 000 $ fédéral et provincial. Puis ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin que ce soit une première habitation pour pouvoir en bénéficier. Il faut qu'on respecte le critère d'accessibilité, mais une fois qu'on le rencontre, même si c'est pas notre première maison, on bénéficiera de ce 5 000 $ là. On a aussi au Québec, au niveau du Québec, on a le crédit d'impôt pour la relève bénévole. Donc, quand on a un bénévole qui fait au minimum 200 heures de bénévolat auprès d'une personne admissible, donc toujours nos mêmes critères de personnes à charge, on peut avoir des crédits par personne selon le nombre d'heures qui ont été faits, jusqu'à un maximum de 750 $ par personne qui est donné. Donc, c'est possible là, pour cette personne-là, dans le fond, de bénéficier de ce crédit-là. Par contre, ça exclut les membres de la famille. Donc, les conjoints là, ne sont pas considérés, par exemple, des bénévoles pour leurs conjoints qui seraient admissibles ou pour leurs enfants. Et de l'autre côté aussi, là, les enfants pour les parents ne seront pas considérés là, comme des bénévoles. On avait finalement, puis c'est un peu le jeu qu'on a avec le remplacement au Québec, là, des modifications qui ont été faites. On avait jusqu'en 2020, puis à partir de 2021, c'est aboli. On avait notre crédit pour les frais de relève donnant droit à un crédit aux aidants naturels. Donc, les aidants naturels bénéficiaient d'un crédit en présentant des factures là, de services qu'ils utilisaient pour eux-mêmes alléger leurs tâches. Donc, ça nous permettait là, d'avoir un peu de repos comme aidant naturel, puis d'aller chercher un crédit sur les frais qu'on payait. Ça nous prenait des services là, spécialisés. Puis, il fallait des reçus, là, donc c'était un montant basé sur réception de factures.
qui donnait 30% là, jusqu'à un maximum de 5 200, puis qui était réduit là, en fonction du revenu, donc à partir là, de 59 385. Ce crédit-là là, qui était valide jusqu'en 2020 va être aboli à compter de 2021, donc devient un peu moins pertinent. On a aussi, au niveau des aînés, on a un crédit pour la hausse des taxes municipales. Ce crédit-là, il s'applique indépendamment là, qu'on ait droit au crédit pour personnes handicapées ou non. Il faut juste avoir une résidence qui constitue un lien de principal, qu'on soit en charge du paiement du compte municipal. Puis, dans le fond, il faut résider au Québec, avoir 65 ans ou plus à la fin de l'année et être propriétaire depuis au moins 15 ans constitutifs. On a aussi un critère au niveau du revenu, là, donc à partir de 53 300, on va perdre cette possibilité-là, mais en bas, on peut avoir un crédit là, qui va aller jusqu'à 500 $ en fonction pour compenser la hausse qu'on peut subir là, au niveau là, de l'augmentation des taxes municipales. Il faut faire une petite particularité quand on est en copropriété. Il faut prendre en compte là, les subventions qui vont avoir été obtenues. Donc, c'est un calcul. Normalement, votre conseil là, devrait vous fournir là, le calcul ou l'ensemble pour être capable de compléter votre déclaration de revenus. OK. Ça rejoint un peu une similarité à faire avec ce que Luc nous mentionnait tantôt là, au niveau là, des dépenses frais médicaux. On a là, la possibilité, lorsqu'on fait des achats ou des acquisitions au niveau du Québec, dont l'objectif, c'est de prolonger l'autonomie des aînés, on va obtenir certains crédits. Encore une fois, ça ne nécessite pas nécessairement d'avoir le crédit pour personnes handicapées. Il faut avoir 70 ans et plus. Puis, on a une franchise de 250 $, donc c'est l'excédent du 250, mais ça peut devenir là, rapidement avantageux puisque ça inclut là, les dispositifs de surveillance, les aides pour s'asseoir sur une cuvette ou se relever la baignoire, les baignoires à porte, les lits d'hôpital, les fauteuils montés sur rail. Puis, dans le budget 2018, là, on vient ajouter là, les systèmes d'avertissement, les prothèses auditives, les marchettes, les cannes. Donc, ça nous permet d'aller chercher là, tous ces montants-là qui nous aident à conserver notre autonomie. On est capable d'aller chercher là, un crédit là, supplémentaire. Même chose, on a un similaire au niveau fédéral, qui est les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire. Donc, là, celui-là s'applique et si on a le crédit ou si on est âgé de 65 ans et plus, peuvent s'appliquer au conjoint également d'une telle personne. Puis, il faut posséder, là, dans le fond, un logement admissible. Puis, les rénovations qu'on va faire pour rendre le logement adéquat, le rendre adapté, on va avoir une possibilité là, d'aller chercher un crédit jusqu'à un maximum de 10 000 $ pour les dépenses effectuées. Ça peut être des dépenses faites par vous-même. Donc, si vous faites les travaux vous-même, vous pouvez aller chercher les matériaux. Par contre, si c'est des biens ou services fournis par une personne avec un lien de dépendance, là, vous n'aurez pas le droit. Ils ne seront pas des frais admissibles là, au fin de ce crédit-là. Au Québec, on a là un autre, on a aussi le crédit pour maintien à domicile des aînés. Donc, à partir de 70 ans, puis à la mesure où on réside au Québec, on va avoir la possibilité là, d'obtenir le crédit pour maintien à des aînés. Pour obtenir donc ce crédit-là, ce qui nous permet, il nous demande, on peut le faire ça avec la déclaration d'impôt ou par formulaire d'anticipation, puis ça va nous donner un crédit jusqu'à un montant là, puis c'est établi par calcul, qui nous permet là sur nos loyers, sur nos charges de copropriété, qui inclut là qui peuvent inclure l'entretien ménager, tout ça, d'aller chercher un crédit. Puis l'objectif ici, là, c'est vraiment de favoriser le maintien à domicile, là, comme son nom l'indique. Donc, avec ça, le gouvernement là, tente d'encourager les gens à demeurer à leur domicile. Dans la mesure où on n'a pas de loyer, on est capable d'aller chercher d'autres dépenses. Par exemple, notre dépense de déneigement, d'entretien ménager, toutes ces réparations de maison qu'on pourrait avoir si, par exemple, on est encore chez soi. Toutes ces dépenses-là peuvent donner droit à ce crédit-là. Donc, ça devient intéressant là,
pour les personnes âgées de 70 ans et plus, de prendre en compte, parce que souvent, on oublie toutes les petites dépenses qu'on fait au cours de l'année. Le déneigement, la femme de ménage, on a fait un entretien des gouttières, on a fait toutes ces dépenses-là que individuellement semblent souvent peut-être des petits montants, qu'on les met ensemble, ça peut, à la fin de l'année, ça nous donne un montant là, qui est appréciable. Donc, ça vaut la peine de les conserver puis de les utiliser là, dans notre déclaration. Il y a un volet là-dessus quand même pour comme la dépense d'accessibilité. C'est juste quand on regarde les définitions ou les dépenses qu'on fait référence, une même dépense pourrait être admissible à un ou à l'autre des crédits. C'est à vous de choisir laquelle qui donne le meilleur retour. Donc, quand on parlait tantôt de l'accessibilité domiciliaire pour l'aménagement du logement, mais qu'on est une personne handicapée puis qu'il sera considéré aussi comme frais médicaux, ben c'est juste faire voir dans quel cadre c'est le plus avantageux. Mais vous n'avez pas le droit de le réclamer la même dépense à deux endroits. C'est surtout ça mon commentaire que je vais faire. Exact. Puis si je peux rajouter sur ça pour le crédit de maintien à domicile, là, ici on voit là, à cette diapositive, on voit les maximums de dépenses admissibles qu'on peut avoir le droit. Au niveau là, des frais médicaux, il arrive des moments où on peut avoir un entrecoupement entre les dépenses qui seraient à la fois admissibles comme maintien à domicile et à la fois comme frais médicaux. Là, on peut penser par exemple à la présence là, d'une infirmière qui pourrait être visée aux deux. Au niveau du Québec, là, on pourra réclamer comme frais médicaux la partie qui excède le 35%. Là, la partie donc qui donne pas le droit au crédit pour maintien à domicile, on pourra l'utiliser là, comme frais médicaux. Dans ce cadre-là, le crédit est plus élevé ici, comme on peut voir, comme crédit que comme frais médicaux. Exact. Donc, dans le fond, on est à une minute près avant de tomber aux différentes questions. Donc, comme vous pouvez voir, dans le fond, on va répondre aux questions immédiatement après, il y a beaucoup d'éléments. La base même, je dirais, des choses en fiscalité, c'est d'avoir une connaissance. Est-ce que des comptables, des gens spécialisés, je vous dirais tout CPA qui a une bonne connaissance, qui fait des cours de formation, a accès à cette information-là et il peut avoir une certaine manière de vous aider dans ce cadre-là. Il faut juste avoir un peu de curiosité. Puis c'est des gens qui ont la compétence, je vous dirais à la base même, des gens qui font partie, je vous disais tantôt comme CPA, qui ont des cours de formation obligatoires, qui ont suivi, qui font des déclarations d'impôts. Cette information-là, elle est vraiment disponible. Elle est donnée dans les formations pour avoir fait de la formation pendant presque 30 ans. Là. Et ces choses-là sont expliquées, ils ont accès à de la documentation, tout est là. Ils peuvent vraiment vous aider dans ce cadre-là. Le CPA qui vous dit qu'il n'y a pas rien, mais dites-vous peut-être qu'il y a peut-être d'autres lacunes au-delà de simplement les crédits des personnes invalidées. Là. Il y a peut-être d'autres lacunes au niveau de sa formation professionnelle. Mais à la base même, c'est des choses qui semblent peut-être complexes pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour un comptable qui travaille en saison T1, qui est, comme je disais tantôt, un CPA qui a ses heures de formation obligatoire et qui en fait, et qui, règle générale, va suivre son cours de mise à jour annuelle sur les nouveautés en fiscalité des particuliers, ben ces questions-là, cette formation-là, ces gens-là, ils vont y avoir admissible, y avoir droit et ils vont pouvoir quand même vous accompagner et vous aider dans ce cadre-là. Donc, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de choses. Les bases même, vous direz pour moi, c'est votre certificat d'invalidité qui, je pense, est la première base majeure. Après ça, les prescriptions pour vraiment faire reconnaître les types de dépenses qui sont reliées à ce que peut avoir droit. Toutes ces choses-là, vous les avez entre les mains. Ben, je pense que le régime enregistré d'épargne invalidité, c'est même pas une question de dire faut en ouvrir un et chercher les avantages de subventions que vous pouvez avoir relativement à ça. Et qui va au moins vous alléger un peu d'une manière financière parce que ce genre de maladie-là, ben, fait en sorte que la capacité de travailler, d'enterrer des revenus est affectée d'une manière majeure. Et si on peut y chercher un petit peu d'aide financière sur les différents programmes, ben, c'est une manière d'aller le chercher là-dessus. Donc, oui. Alors, oui, mais merci Luc et merci Félix-Antoine. C'est extrêmement intéressant. Puis on voit comment c'est complexe la fiscalité justement. Fait que merci d'essayer de répondre aux questions maintenant que j'ai devant moi. Il nous reste une dizaine de minutes
Alors, il y a des questions sur le RREI encore, là. Est-ce que le RREI peut être rétroactif? J'ai reçu mon diagnostic à 46 ans et maintenant, j'ai 50 ans et mon RREI n'est pas encore ouvert et auprès de qui je pourrais l'acheter? Ben, je vous dirais que, on disait est-il tantôt qu'on rétroactif? peut retourner, la question, c'est qu'on peut retourner 10 ans en arrière. Donc, c'est à partir du moment où j'ai un certificat qui reconnaît les critères qu'on fait référence au régime, qui dit que depuis, disons, 2021, donc 4 ans en arrière, depuis 2017, que le médecin signe le formulaire, qu'il considère que vous respectez les critères, que vous êtes invalide, ben, je peux ouvrir mon régime et je pourrais retourner 4 ans en arrière pour aller chercher mes 4 ans de subvention, comme l'exemple qu'on disait tantôt. Donc, déjà, juste à ouvrir le régime, ben, il y aurait 4 000 $ de subvention qui rentrerait dedans avec $1 de contribution. Puis là, après ça, on va regarder la subvention selon les contributions que vous allez avoir faites relativement à ça. Donc, oui, c'est rétroactif jusqu'au moment où votre maladie et que c'est reconnu par le certificat médical, qui est dans les 3 conditions auxquelles Félix faisait référence là-dessus. Exact. Puis je peux rajouter, Merci. par contre, le gouvernement, au niveau des bons, avant, il cotise uniquement jusqu'à 50 ans. Là. Donc, normalement, oui, mais c'est sûr qu'à partir de 50 ans, le gouvernement, il subventionnera plus le régime de la même manière. Donc, il y a quand même une différence en fonction de l'âge, là, à quel moment on ouvre Bon point, Félix. Donc, dans la question, il y aurait 4 ans de subvention, de 46 à 50 ans, de l'ouvrir demain matin. Mais par la suite, mes subventions, il n'y en aura plus parce que le régime fait en sorte qu'il n'y ait plus de subvention après 50 ans. Là. Parfait. Et en parlant d'âge, justement, c'est à quel âge maximum pouvons-nous avoir, quel âge maximum on peut avoir pour commencer à contribuer à un régime d'épargne enregistré pour invalidité? Et après 65 ans, que se passe-t-il? Ben, c'est avant ça. Donc, on va regarder le régime. Les subventions gouvernementales s'arrêtent à 50 ans. Il faut les laisser pendant moins de 10 ans pour pas être déremboursé lorsqu'on les retire. Donc, si j'ai en haut de 50 ans, le régime peut permettre de reporter l'impôt, mais il n'y a aucune subvention, il n'y a aucun montant dedans. Comme un fer à 70 ans, je dois commencer à le retirer. Dans un régime d'épargne invalidité, à partir de 60 ans, je dois commencer à le retirer avec un montant minimum sur des règles qui peuvent être semblables au niveau des régimes ajustés d'épargne retraite. Donc, à 65 ans, ce genre de régime-là, ce genre de situation-là, il est d'aucune utilité. Un des inconvénients qu'on voit beaucoup pour la maladie de la sclérose en plaques, c'est rare, c'est une maladie qui est à naissance. Ça se développe dans la vingtaine, trentaine, quarantaine. Il y a pas rien de spécifique dans le développement. Et donc, ça peut peut-être limiter certains bénéfices du régime relativement à cause que c'est juste à partir de 30 ans. Et ceux qui l'ont à 45 ans ou 46 ans, ben, ils vont être limités sur le régime, mais j'ai quand même un peu d'avantages rétroactifs pour aller les chercher pour les années avant 50 ans. Et une autre question encore sur ce même régime. Qu'arrive-t-il pour ce régime si aide médicale à mourir? Ben, je vais leur verrer de 2 manières la réponse. C'est sûr que si j'ai mon régime, je fais rien, je décède. Ben, au décès, il faut que je rembourse les 10 dernières années des subventions que j'ai reçues. Je vous le reviens autrement. Si je fais le choix de dire, le médecin fait une attestation comme quoi je vais vraiment mourir, que dans l'intérieur des 5 prochaines années, et que vous choisissez votre date de décès par l'aide médicale à mourir, vous choisissez votre moment, ben, si j'ai l'attestation du médecin qui donne mon allègement, ben, retirer toutes les sommes du régime. Il n'y aura pas d'impôt. Ben, il y aura, au niveau du régime, on va pouvoir le retirer sans aucun problème. Et donc, profiter des subventions sans vouloir les rembourser. Ils vont être taxables, mais au moins, vous allez avoir l'argent pour laisser peut-être avant faire un plaisir un peu, peut-être de certaines manières avant de décéder. Et après ça, vous allez décéder. Donc, dans une aide médicale à mourir, pour moi, ça sous-entend que mon espérance de vie probablement est inférieure à 5 ans, que c'est vraiment, ça me limite tellement que dans ce genre de choix-là, quand on regarde au niveau des critères, ben, je fais probablement mon choix d'avoir l'allègement de retirer les sommes du régime. Et après ça, je choisis ma date de décès. Parfait, merci. J'ai une assurance médicaments privée qui rembourse 80%. Est-ce que le 20% que je paie est déductible? Le 20% fait partie de vos dépenses de frais médicaux
et également la prime d'assurance maladie. La part de l'emploi que vous payez comme employé fait partie d'une dépense fédérale provinciale. Et au niveau du Québec, l'avantage imposable qu'on vous rajoute sur votre relevé 1 pour la prime d'assurance payée par l'employeur est aussi un frais médicaux au niveau du provincial seulement. Merci, Luc. J'ai une question concernant une T5008 et une T5. Quelle est la différence? Le T5, c'est les revenus qui proviennent d'une société, donc intérêts, dividendes. Donc, c'est un peu des revenus de placement. Le T5008, ça nous indique les gains en capitaux et les gains et pertes en capitaux qu'on a fait dans l'année. Donc, si j'ai vendu l'action, par exemple, je vais avoir un gain ou une perte, par exemple un gain. Donc, mon T5008 vient m'indiquer le gain que j'ai fait. J'ai une disposition. Puis le T5, lui, va m'indiquer là, sommairement que j'ai eu des dividendes dans l'année. La grosse différence, c'est que le chiffre du T5 que vous avez, lui, c'est sûr son revenu à mettre selon l'endroit, selon la nature, alors que le T5008, c'est simplement que vous avez une disposition d'action, mais le ministère n'est pas capable de déterminer vous avez eu un gain ou une perte en fonction de votre coût d'achat. Donc, le chiffre qui est indiqué sur le T508 ne va pas dire si ce chiffre-là est imposable au complet. Donc, il va falloir sortir le coût du bien directement pour déterminer si vous avez un gain ou une perte qui sera à déclarer à ce moment-là. Merci. Tantôt, vous avez parlé des différentes dépenses admissibles là, pour déduction. Donc, vous avez parlé de femme de ménage, déneigement. On parle d'adaptation de la piscine, préparation et livraison de l'épicerie, entretien gouttière. C'est exact? Au niveau des frais, on a ceux qu'on a eu tantôt pour maintien d'aide à la maison. Donc, ces montants-là pourraient probablement rentrer à l'intérieur de ça pour les personnes handicapées qu'on a vu tantôt, le crédit d'aide domiciliaire. Dans les frais médicaux, ben si c'est des choses que j'appelle d'adaptation, on pourrait également les qualifier, mais probablement pas toutes. Dans ceux que tu nous as nommés, probablement ils seraient plus du côté d'aide domiciliaire que du côté de frais médicaux. Merci. J'ai une assurance invalidité avec mon employeur et je suis aussi sur l'invalidité RRQ, et ça jusqu'à 65 ans pour les deux. Je me considère privilégié sur ce type d'avantage, mais avez-vous des Il n'y a pas de conseils spécifiques fiscaux relativement à ça. Donc, ça dépend de votre âge encore là. Si vous avez un peu de revenus, capacité financière, vous avez en bas de 50 ans, ben, il y a peut-être la question déjà d'épargne invalidité. Je pense que ce serait un programme à souscrire absolument en termes financiers. Sur le reste, c'est profiter de la vie simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de conseils spécifiques relativement à ça. Nous profiter le temps parce que la vie est courte pour tout le monde, même ceux qui sont en très bonne santé. Merci, Luc. Quelques questions avant de terminer. Cannabis médical, quand on fait la culture, a-t-on droit à des déductions? Juste répète, j'ai pas compris la question, Louis, excuse-moi. Le cannabis médical, quand on fait la culture du cannabis médical, a-t-on droit à des déductions? Ben, si vous le faites pour vous-même, ben, il y a l'achat des plantes, peut-être, qui pourrait rentrer, je vous dirais à la limite. Normalement, l'achat du cannabis médical, c'est une prescription. L'achat en soi va être considéré comme un frais médical. Là, ici, on parle de quelqu'un qui fait sa propre culture pour lui-même. Donc, au départ, ça va me prendre une prescription. Relativement à ça, c'est pas un achat de cannabis, mais il y a simplement l'achat de plantes pour faire sa propre culture. Puis ce côté-là n'est pas clair pour la propre culture si les dépenses de l'achat de la plante seraient une dépense admissible. Mais l'achat du cannabis à la société gouvernementale que vous achetez avec une prescription, c'est un frais médical. Une question sur la validité du certificat d'invalidité. Combien de temps il est valide si on reçoit la Régie des rentes du Québec pour invalidité? Je vais vous séparer deux choses. Comme la Régie des rentes ou les autres programmes, ils ont des définitions. Ici, au niveau fiscal, pour les régimes, je vous dirais d'assurance, régime d'épargne pour personnes pour invalidité, le RERI, ou au niveau fiscal, c'est la définition qu'on a dans la loi de l'impôt. C'est vraiment le certificat en soi. Le certificat, il est bon jusqu'à temps qu'il y ait une guérison, qu'il y ait un changement relativement à ça.
Règle générale, le ministère vous le demande la première fois ou les premières fois. Compte tenu qu'un des critères, c'est de dire est-ce que le statut de la personne va continuer à se maintenir et continuer dans le futur. Une des questions est relativement ça. À partir du moment que le médecin a coché que oui, ça va se maintenir et continuer dans le temps, ben ça peut arriver après quelques années, le gouvernement demande un formulaire rafraîchi pour être sûr toujours que la personne allait. D'une manière technique, on devrait le faire à chaque année. D'une manière pratique, on faut avoir le certificat en main et que si on avait un changement majeur de notre statut, par exemple une guérison, ben c'est sûr qu'on n'y a pas droit parce qu'on respecte plus les critères. Donc, il faudrait faire une note. Il faudrait simplement arrêter de réclamer ce crédit d'impôt-là. Parfait. J'ai une dernière question. Je suis en arrêt de maladie depuis 2017. J'ai une assurance salaire non imposable. Est-ce que je peux être considéré à la charge de mon conjoint? À la base, je dirais, si vous n'avez pas d'autres revenus que vous percevez personnellement, c'est pas une assurance, ça c'est pas l'assurance du gouvernement parce qu'on veut faire la différence entre un montant reçu du gouvernement. Par exemple, il va rentrer comme revenu pour les fins de certains crédits ou exemptions, mais il va être déduit par la suite. Il va faire en sorte que vous n'avez pas d'impôt à payer, mais on en tient compte. Dans le cas de l'assurance salaire privée, de mémoire, ça ne devrait pas rentrer à l'intérieur du revenu et donc ton revenu, j'appelle ça total, ne devrait pas en tenir compte. Et par le fait même, donc, peut être à charge. Une manière simple de le voir, si vous ne devez sûrement pas recevoir de feuillet du gouvernement vous indiquant le revenu d'assurance que vous avez perçu au cours de l'année, c'est déjà une bonne indication. Comme quoi, c'est pas un revenu sur lequel on doit mettre et qui vous empêcherait d'être à charge pour votre conjoint. Merci. C'était la dernière question, Luc et Félix-Antoine. Vraiment, vraiment merci pour votre temps. Je sais que de ce temps-ci, pour les fiscalistes et les comptables, c'est une période extrêmement occupée. Fait que merci encore une fois d'avoir pris ces 7h30 avec nous. J'aimerais remercier encore une fois nos commanditaires, Biogène, EMD Serono, Roche et Pandopharm. J'aimerais vous rappeler aussi que la prochaine conférence, le prochain webinaire va avoir lieu le 21 avril. C'est le docteur Julie Pétrin qui va venir nous parler, vulgariser dans le fond la recherche, donc une conférence extrêmement intéressante là, sur la recherche où on en est rendu. Et j'aimerais terminer en disant un immense merci à Marie-Ève Simard et à Pascal Desparois, employés de la division, là, qui ont permis la réalisation de ce webinaire. Et je vous souhaite une excellente journée tout le monde. La vaccination s'en vient pour tous, alors soyons positifs et prenons soin de nous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.